Mes parents m'ont forcé à me faire passer pour mon frère jumeau, pour épouser une femme riche plus âgée, ils voulaient que je prenne soin d'elle, pendant que mon jumeau hérite du domaine. Bon, laissez-moi vous dire, si quelqu'un m'avait dit il y a quelques années que ma vie deviendrait ce cirque complet, je lui aurais ri au nez. Ri jusqu'à en pleurer. Maintenant, les pleurs arrivent sans les rires. Marcus. C'est moi. Et toute cette affaire, ce gâchis monumental et écrasant, tout a commencé parce que j'ai le malheur d'avoir un frère jumeau identique. Pas seulement similaire. Identique. Julian. Le garçon en or, le charmeur, celui qui pouvait se sortir d'un immeuble en feu en parlant et probablement convaincre le feu qu'il s'était déclaré tout seul. La bombe a explosé un dimanche. Nous déjeunions tous ensemble maman, papa, Julian et moi. Un de ces repas de famille tendus et trop polis où tout le monde sourit mais où l'on pourrait couper ce qui n'est pas dit avec un couteau. Papa s'est éclairci la gorge, de cette manière spécifique et pleine de présages qu'il a lorsqu'il est sur le point d'annoncer quelque chose qui va changer la vie, généralement pour quelqu'un d'autre. Les garçons, commença-t-il, regardant principalement Julian, puis un coup d'œil rapide, presque dédaigneux, vers moi. Nous avons une opportunité. Une opportunité remarquable. Maman rayonnait, d'un sourire cassant et excité. Il s'agit de ton avenir, Julian, mon cher. Un avenir très sûr, très confortable. Julian, toujours l'opportuniste, se pencha en avant. Ah bon? Dis-moi tout. Et puis ils l'ont exposé. Il y avait cette femme, Eleanor Ainsworth. Apparemment, elle était richissime. Vieille fortune, vaste domaine, collection d'art, tout le tout-im. Le hic? Elle était, eh bien, elle était vieille. Genre, vraiment vieille. Papa a dit, un peu sur le retour, ce qui, j'ai appris plus tard, se traduisait par quelque part dans ses 78 ans, peut-être début 80. L'âge de nos grands-parents, facilement. Et elle cherchait un compagnon, quelqu'un à épouser, pour partager ses dernières années. Quelqu'un, c'était fortement sous-entendu, pour hériter d'une part substantielle de sa fortune. Elle t'apprécie beaucoup, Julian, gazouilla maman. Nous l'avons rencontrée lors d'un gala de charité, une femme charmante, un peu excentrique, peut-être, mais très distinguée. Elle a spécifiquement posé des questions sur toi. Julian se pavanait. Eh bien, j'ai cet effet sur les gens. Je suis resté assis là, remuant ma soupe tiède, ressentant un sentiment familier de malaise. Tout cela semblait trop transactionnel. Puis papa a lâché l'autre chaussure, ou plutôt, tout le magasin de chaussures. Le fait est, Eleanor, elle a certaines attentes. Elle veut quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui sera là pour elle. Jour après jour. C'est un engagement important. Le sourire de Julian vacilla légèrement. Attentionné? Genre, à quel point attentionné? Comme vivre avec elle, mon cher, dit doucement maman. Être son mari, dans tous les sens qui comptent à son âge. Compagnie, soutien. Julian, malgré tout son charme, était paresseux. Profondément, fondamentalement paresseux. L'idée d'un effort réel et constant le faisait transpirer à grosses gouttes. Je pouvais voir les calculs tourner dans sa tête, argent contre effort. Et, continua papa, ses yeux se posant finalement sur moi, et c'est là que la glace a commencé à se former dans mes veines, c'est là que tu interviens, Marcus. Moi, demandai-je, sincèrement perplexe. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Eh bien, tu vois, commença maman, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur, Eleanor n'a en fait pas rencontré Julian en personne pendant plus d'un instant fugace au gala. Elle a vu sa photo, tu sais, celle de la collecte de fonds du club nautique, où vous étiez si beaux tous les deux. Elle ne sait pas que vous êtes jumeaux. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je pouvais sentir le sang quitter mon visage. Vous ne pouvez pas être sérieux. Pense Y, Marcus, dit papa, se penchant en avant, la voix pressante. Julian obtient le nom, la connexion. Il peut être le visage public, le charmant jeune héritier Ainsworth. Il peut gérer les événements sociaux, les dîners d'affaires, les choses pour lesquelles il est doué. Mais le quotidien, vivre là-bas, être constamment disponible, ce n'est pas le fort de Julian. Mais toi, Marcus, tu es le responsable. Le attentionné. Tu as toujours été si doué pour t'occuper des choses, des gens. C'était le scénario familial classique. Julian était la star, j'étais le machiniste.
Il recevait les applaudissements, je recevais le sale boulot. Vous voulez que je fasse semblant d'être Julien? Et que j'épouse cette femme? Et que je vive avec elle? Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. C'est pour la famille, Marcus, plaida maman, les yeux pleins de larmes, de fausses larmes, je soupçonnais, elle pouvait les faire couler comme un robinet. Pense à ce que cela pourrait signifier pour nous tous. Sécurité financière, opportunité pour les entreprises de Julien. Julien préparait toujours une idée commerciale à moitié cuite qui impliquait généralement l'argent de nos parents. Et pour toi aussi, éventuellement. Tu serais bien pris en charge. C'est de la folie, dis-je en repoussant ma chaise. C'est trompeur. C'est moralement répugnant. Julien finit par intervenir, tout en innocence blessée. Allez, Marc, ne sois pas si dramatique. Ce n'est pas comme si tu faisais grand-chose d'autre de ta vie, n'est-ce pas? Ça a fait mal. J'étais graphiste indépendant, travaillant projet par projet. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête, et j'aimais ça. Contrairement à Julien, qui n'avait pas occupé un emploi stable pendant plus de 6 mois de sa vie. Il s'agit de sacrifice, fils, dit papa, sa voix prenant ce ton solennel et patriarcal. Chaque famille a besoin de membres qui sont prêts à se sacrifier pour le bien commun. Julien a le charisme pour ouvrir des portes, mais tu as le tempérament pour mener cela à bien. C'est un partenariat. Un partenariat où j'étais le serviteur sous contrat. Ils ont travaillé sur moi pendant des semaines. Culpabilisation sur la loyauté familiale, sermon sur le devoir, appel larmoyant de maman sur le fait que c'était sa seule chance de voir ses garçons vraiment installés. Julien alternait entre cajolerie et bouderie, me faisant sentir comme si je torpillais personnellement tout son avenir. Il dépeignait Éléanore comme une vieille femme seule qui avait juste besoin d'un gentil compagnon, et moi comme le candidat idéal pour fournir cette gentillesse, quoique sous de faux prétextes. La partie la plus insidieuse était la façon dont il présentait cela comme un sacrifice temporaire de ma part. Juste pour quelques années, Marcus, disait papa. Jusqu'à ce que les choses soient solidifiées. Ensuite, nous pourrons trouver quelque chose. Ce quelque chose, ils ne l'ont jamais précisé. En y repensant, je ne sais pas pourquoi j'ai cédé. C'était peut-être toute une vie à être celui qui s'accommode. C'était peut-être la pression pure et implacable. Peut-être, au fond de moi, une petite partie mal avisée de moi pensait que si je faisais ça, cette chose monumentale et insensée, il m'apprécierait enfin. Verrait ma valeur. Pathétique, je sais. Alors, j'ai accepté. Ou plutôt, j'ai cessé de résister. L'alcour fut une mascarade bizarre et orchestrée. Julien participait à quelques sorties brèves et soigneusement gérées avec Éléanore, la charmant complètement. Il lui envoyait des fleurs et des cadeaux, tous payés par maman et papa, un investissement comme il l'appelait. J'ai été coaché sur les manières de Julien, ses anecdotes, ses goûts et ses aversions. C'était comme jouer la comédie pour un rôle pour lequel je n'avais jamais auditionné et que je ne voulais désespérément pas Eleanor Ainsworth, lorsque je l'ai finalement rencontré officiellement en tant que Julien, le vrai Julien ayant opportunément développé une grippe de 24 heures, était redoutable. Grande, même dans sa vieillesse, avec des yeux bleus perçants qui semblaient voir à travers vous. Elle avait un air d'autorité tranquille, un esprit sec et une connaissance surprenante de l'art contemporain, qui était l'un de mes véritables intérêts. C'était désorientant de lui parler de choses que j'aimais vraiment, tout en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Elle ne ressemblait pas du tout à une vieille femme sénile. Elle semblait vive d'esprit. Trop vive d'esprit. Cela rendait toute la supercherie encore plus risquée, encore plus méprisable. Le mariage fut une petite affaire privée dans son domaine de campagne. Mes parents rayonnaient. Julien vibrait pratiquement d'excitation, dépensant déjà mentalement l'héritage. Je me sentais comme un fantôme à mon propre mariage, engourdi, détaché. Éléanore était élégante dans un tailleur lavande. Elle était polie, voire chaleureuse à sa manière réservée. Quand j'ai dit oui, les mots ont eu l'impression qu'un mensonge empoisonnait l'air. Et puis, j'ai emménagé. Dans son manoir tentaculaire et silencieux, rempli d'antiquités et de l'odeur de la vieille fortune et du pot pourri. Julien, bien sûr, est resté dans son appartement branché en ville, maintenant considérablement amélioré grâce à une avance de maman et papa, que je soupçonnais d'être déjà venu d'une manière ou d'une autre de l'orbite d'Éléanore, bien que je ne puisse pas le prouver. La vie avec Éléanore était étrange. Elle n'était pas exigeante comme je l'avais craint. Elle avait ses routines.
Petit déjeuner à 9 heures, lecture des journaux, promenade dans les jardins, si son arthrite le permettait, musique classique l'après-midi, un souper léger et coucher tôt. Mon rôle était d'être présent. De parler avec elle, d'écouter, de l'accompagner. Parfois, nous jouions aux échecs. Elle était étonnamment douée. D'autres fois, nous restions simplement assis dans un silence confortable, lisant dans sa vaste bibliothèque. La partie difficile n'était pas Éléanore elle-même, au début. C'était la culpabilité constante et lancinante. C'étaient les textos et les appels de ma famille. Marcus, mon chéri, appelait maman, la voix vive et joyeuse. Comment va tout avec notre chère Éléanore? Est-elle de bonne humeur? Julien pensait à s'acheter une nouvelle voiture de sport, et nous nous demandions si tu pouvais peut-être, tu sais, mentionner à Éléanore qu'un petit cadeau pour son merveilleux nouveau mari ne serait pas de trop. Ou papa, fils, Julien a cette opportunité d'investissement, ça a l'air d'être un vrai gagnant, mais il manque un peu de capital. Éléanore a toutes ses actions et parts, n'est-ce pas? Peut-être pourrais-tu lui suggérer de diversifier une partie de cela dans l'entreprise de Julien? Pour son propre bénéfice, bien sûr. Et Julien, oh, Julien. Il appelait, plein de bonhomie. Et, frangin. Comment va la vie dans la maison de retraite? Écoute, il y a cette fête incroyable au nouveau club du centre-ville ce soir, liste VIP seulement. Éléanore ne verrait pas d'inconvénient à ce que tu sortes un peu, n'est-ce pas? Dis-lui que tu fais du réseautage. Oui, du réseautage pour ses intérêts. Et, pendant que tu y es, essaie de lui soutirer quelques milliers. Ma carte de crédit a l'air un peu triste. Ça a commencé petit. Demandez quelques centaines ici, un millier là. Pour les dépenses de Julien. Pour aider avec une urgence familiale mineure. Je devais trouver un moyen d'en parler à Éléanore, me sentant comme la plus basse forme de vie. Elle était généralement étonnamment accommodante, d'une manière un peu distraite. Oh, bien sûr, mon cher garçon. Si ça peut t'aider. Dites-le simplement à ma secrétaire. Elle semblait avoir tellement d'argent que ces petites sommes étaient comme de la monnaie de poche pour elle. Mais elles étaient colossales pour moi, en termes de honte qu'elles coûtaient. Puis vinrent les échanges. Marcus, il y a une vente aux enchères caritatives qu'Éléanore parraine, disait maman. Tenue de soirée. Julien serait parfait pour frayer avec les invités importants. Ça ne te dérangerait pas s'il te remplaçait, juste pour cette soirée, n'est-ce pas? Tu peux rester avec Éléanore, t'assurer qu'elle est à l'aise. Elle ne voudrait probablement pas sortir trop tard de toute façon. Alors, Julien arrivait en grande pompe, portant un de mes costumes, parce qu'il avait oublié de faire tailler le sien, tout charme et sourire. Il prenait le bras d'Éléanore, posait pour les photos, se prélassait dans la gloire réfléchie de sa richesse et de son statut. Et moi, je restais derrière dans le manoir silencieux, me sentant comme un prisonnier, purgeant une peine pour un crime que j'avais été contraint de commettre. Cela arrivait de plus en plus. Vernissage de galeries d'art, dîner mondain, week-end dans des complexes exclusifs auxquels Éléanore voulait soi-disant que son mari assiste pour représenter ses intérêts. Julien y allait. Il revenait avec des histoires de champagne et de célébrités, tandis que j'avais passé le week-end à m'assurer qu'Éléanore prenait ses médicaments à temps et ne trébuchait pas sur les tapis persans. Le pire, c'est que je commençais à ne pas détester Éléanore. Elle avait un sens de l'humour sec qui me prenait parfois au dépourvu. Elle racontait des histoires fascinantes sur ses voyages de jeunesse, sur les artistes et les écrivains qu'elle avait connus. Elle avait un esprit vif, et parfois, lorsque nous parlions de livres ou d'actualité, moi filtrant soigneusement mes opinions pour qu'elles correspondent à ce que je pensais être celles de Julien, j'oubliais la mascarade un instant et me sentais presque normal. Et puis la culpabilité revenait en force, 2 fois plus forte. Elle me traitait ou du moins celui qu'elle pensait que j'étais avec une certaine gentillesse détachée, et je la trompais à chaque seconde. Ma famille, pendant ce temps, ne me voyait que comme un intermédiaire vers son compte en banque. Leurs exigences devinrent plus effrontées. Julien voulait un acompte pour un condo de luxe. Maman décida que sa cuisine avait besoin d'une rénovation complète, quelque chose de bon goût, comme celle d'Éléanore. Papa laissa entendre que les cotisations de son club de golf devenaient plutôt élevées. J'ai essayé de résister. Je ne peux pas continuer à lui demander de l'argent, disais-je. C'est embarrassant. Elle va devenir méfiante. N'importe quoi, Marcus, rétorquait papa. Elle adore Julien toi. Elle est heureuse de subvenir aux besoins de son mari.
C'est ton devoir de t'assurer que la famille profite de cet arrangement. Mais ce n'est pas mon arrangement, voulais-je crier. C'est le vôtre? Le point de rupture, le moment où le dernier fil effiloché de ma soumission s'est rompu, est arrivé environ 1 an après le début de cet enfer vivant. Nous étions tous au manoir pour l'un des rares dîners de famille d'Éléanore, mes parents, Julian, déguisé pour ne pas me ressembler, et moi, jouant Julian, bien sûr. Éléanore semblait un peu plus frêle que d'habitude, sa toux plus persistante. Après qu'elle se soit retirée pour la soirée, ma famille m'a coincé dans la bibliothèque. Marcus, commença papa, la voix basse et sérieuse. Nous devons parler du testament d'Éléanore. Mon estomac se noie. Son testament? Qu'y a-t-il à ce sujet? Eh bien, dit maman en tripotant ses perles, elle ne rajeunit pas, mon cher. Et avec sa santé, eh bien, il est seulement prudent de s'assurer que ses affaires sont en ordre. Et que sa famille aimante nous, par l'intermédiaire de Julian, bien sûr et correctement pourvu. Julian, toujours le vautour, intervint. Ouais, Marc. Nous devons nous assurer qu'elle nous met la plus grosse part. Tu sais, la majeure partie de la succession. Pas un neveu éloigné ou un refuge pour chat. Vous voulez que je la manipule pour qu'elle change son testament, chuchotai-je, horrifié. Que je trompe une femme mourante pour qu'elle laisse sa fortune à des gens qui l'ont trompée depuis le premier jour? Ne sois pas si mélodramatique, Marcus, lança papa. Ce n'est pas de la tromperie. C'est de l'orientation. Tu es son mari. Tu as son oreille. Tu dois la guider doucement dans la bonne direction. Pour le bien de la famille. Pour votre bien, vous voulez dire, ai-je finalement explosé. La rage, réprimée depuis si longtemps, a fait surface avec fracas. Avez-vous la moindre idée de ce que vous m'avez fait subir? Les mensonges, la tromperie, la peur constante d'être découvert? Je vis chaque jour en me sentant comme un escroc, un parasite. Et maintenant vous voulez que je commette un vol qualifié en plus de tout ça? Baisse la voix, Marcus, siffla maman en jetant un coup d'œil nerveux vers la porte. Elle pourrait t'entendre. Je me fiche qu'elle m'entende. Je tremblais, des années de ressentiment se déversant. Je ne le ferai pas. Je ne peux pas. C'est monstrueux. Julian ricana. Oh, tu as soudainement une conscience, n'est-ce pas? Après avoir profité des avantages pendant 1 an. Profiter des avantages? Je ris, d'un rire dur et amer. Quels avantages, Julian? Porteur ta culpabilité de seconde main? Manger les restes d'une vie qui n'est pas la mienne? Pendant que toi, tu es là-bas, à faire la fête, à dépenser de l'argent que je dois pratiquement mendier, en utilisant mon visage, mon nom, ton nom, mais mon existence. Il s'agit de loyauté familiale, Marcus, tonna papa. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous m'avez fait, vous voulez dire, rétorquai-je. J'en ai fini. Je ne suis plus votre marionnette. Je ne lui mentirai pas à ce sujet. Je ne la volerai pas. Ils ont argumenté, ils ont plaidé, ils ont menacé. Maman a pleuré, de vraies larmes cette fois, je pense, ou peut-être juste un meilleur jeu d'actrice. Papa a parlé de me déshériter. Julian m'a traité d'ingrat, de traître. J'ai tenu bon. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une lueur de quelque chose comme de la force. C'était terrifiant, mais aussi exaltant. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La pensée de ce qu'il m'avait demandé de faire, la cupidité pure et nue de la chose, me rendait malade. Et puis j'ai pensé à Éléanore. Malgré toute l'étrangeté de notre situation, elle n'avait jamais été méchante avec moi. Elle m'avait traité avec un respect que ma propre famille me montrait rarement. Elle méritait mieux que ça. Elle méritait la vérité. Le lendemain matin, j'ai trouvé Éléanore dans la véranda, en train de dessiner sur un grand bloc-notes. La lumière du matin entrait à flots, rendant ses cheveux blancs presque éthérés. Mon cœur battait la chamade. C'était le moment. Éléanore, commençai-je, la voix légèrement tremblante. Puis-je vous parler? Il y a quelque chose que vous devez savoir. Elle posa son crayon et me regarda, ses yeux bleus perçants étonnamment doux. Bien sûr, Julian. Qu'y a-t-il, mon cher garçon? Tu as l'air troublé. L'entendre m'appeler Julian, sachant ce que j'allais faire, ressemblait à une autre trahison. Mais il fallait le faire. Et ainsi,
Je lui ai tout raconté. Tout sur Marcus et Julien. Sur la supercherie, l'échange, le plan de mes parents, leur cupidité. Je lui ai parlé des demandes d'argent, des échanges, et finalement, de la demande épouvantable concernant son testament. Je ne me suis pas épargné, j'ai avoué ma propre lâcheté, ma complicité. Je m'attendais à de la colère, du dégoût, de l'indignation. Je m'attendais à ce qu'elle appelle la police, qu'elle me jette à la rue. Elle a écouté, son expression indéchiffrable, son regard ne quittant jamais mon visage. Quand j'ai finalement terminé, la voix rauque, le silence dans la véranda était absolu, rompu seulement par le gazouillis des oiseaux à l'extérieur. Puis, elle a fait quelque chose que je n'avais jamais prévu. Elle a tendu la main et m'a tapoté la main. « Marcus », dit-elle doucement, sa voix un peu rauque. Et le son de mon propre nom, de ses lèvres, après tout ce temps, fut un choc. « Alors, c'est Marcus. » J'ai simplement hoché la tête, incapable de parler. Je dois admettre, continua-t-elle, un léger sourire ironique se dessinant sur ses lèvres, que j'avais mes soupçons. Vous les garçons, vous êtes doués, mais pas à ce point. Il y avait des incohérences. Julien, celui que j'ai rencontré au gala, était tout en tapas, accent graveleuil et en charme, un peu comme une marque populaire de champagne bon marché. Toi, Marcus, tu as une profondeur qui lui manque. Une quiétude. Et ta connaissance de l'art du début de la Renaissance était bien trop nuancée pour le jeune homme qui m'a dit que son peintre préféré était celui qui avait fait ses portraits de chiens. Je la regardais, abasourdi. Vous saviez? Ou soupçonniez? Disons simplement que j'ai vécu longtemps, Marcus. J'ai appris à observer. Et j'avoue que j'étais plutôt intrigué par l'énigme. Pourquoi la mascarade? J'ai supposé que c'était pour l'argent, bien sûr. C'est généralement le cas. Elle soupira. Votre famille, ils sont plutôt cupides, n'est-ce pas? C'est un euphémisme, dis-je, un rire tremblant m'échappant. Alors, dit-elle, ses yeux soudainement vifs à nouveau. Ils veulent que vous me persuadiez de changer mon testament en leur faveur. Oui. Ils veulent tout. Éléanore resta silencieuse un long moment, regardant son jardin bien-aimé. Puis elle se tourna vers moi. Et toi, Marcus? Après tout ça, après m'avoir dit la vérité, que veux-tu? La question me prit au dépourvu. Vouloir? Je ne veux rien. Je ne pouvais plus vous mentir. Pas à ce sujet. Vous méritez l'honnêteté. Elle m'étudia, une étrange expression sur son visage. L'honnêteté. Une denrée rare de nos jours. Elle fit une pause. Eh bien, Marcus. Merci pour ton honnêteté. Ça n'a pas dû être facile. Les retombées furent spectaculaires, d'une manière calme et dévastatrice. Éléanore n'a ni crié ni fait de crise de colère. Elle était bien trop digne pour ça. Mais elle a agi. Rapidement et de manière décisive. Ses avocats ont envoyé des lettres à mes parents et à Julien. Des lettres formelles, d'une politesse glaçante, indiquant que tout soutien financier, tout contact, était terminé. Les fiançailles, comme on les appelait désormais d'une manière qui soulignait leur nature frauduleuse, étaient rompues. Ils étaient, sans équivoque, bannis de sa vie. Ma famille est devenue folle. Maman m'a appelé en sanglotant, m'accusant de les détruire. Papa a tonné sur la trahison et l'ingratitude. Julien a envoyé une série de textos injurieux, me traitant de tous les noms, me reprochant d'avoir ruiné sa seule chance. Je n'ai pas réagi. J'ai juste laissé tout ça me submerger. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, ils en vivaient les conséquences. La chose surprenante, c'était Éléanore. Elle ne m'a pas jeté dehors. Tu sais, Marcus, me dit-elle quelques jours plus tard, alors que nous prenions le thé, tu as participé à une tromperie. Une très grave. En toute justice, je devrais te renvoyer avec les autres. Je sais, dis-je doucement. Je le mérite. Peut-être, concéda-t-elle. Mais tu as aussi, finalement, retrouvé ta conscience. Et dans cette maison, pendant 1 an, malgré les mensonges qui la sous-tendaient, tu as été un compagnon décent. Tu as écouté. Tu n'as pas été ouvertement cupide, contrairement à tes parents rapaces. Tu m'as même battu aux échecs de temps en temps, ce qui est plus que ce que je peux dire de la plupart des gens. Un fantôme de sourire. Alors, Marcus. Que proposons-nous de faire maintenant?
J'étais abasourdi. Je ne sais pas. Je supposais que je partirais. Et où irais-tu? Chez eux. Elle haussa un sourcil parfaitement dessiné. La pensée était horrible. Non. Jamais. Alors, dit-elle, peut-être pourrais-tu rester. Pour un temps. Pas en tant que Julian Hensworth, jeune marié. Mais en tant que Marcus. Mon associé. Mon compagnon, si tu veux. Sans prétention. Juste un arrangement. Nous verrons comment ça se passe. Et ainsi, je suis resté. C'était différent. Totalement différent. La culpabilité était toujours là, un léger bourdonnement en arrière-plan, mais le poids écrasant de la tromperie quotidienne avait disparu. Nous avons parlé. Vraiment parlé. J'ai appris sa vie, ses amours perdus, ses triomphes, ses regrets. Elle a appris sur moi, mes rêves de devenir designer, ma famille compliquée, mes frustrations silencieuses. Elle était toujours Eleanor Hensworth, redoutable et riche. Mais elle était aussi juste. Eleanor. Une femme qui était seule, qui appréciait l'intelligence et la gentillesse, et qui, pour des raisons que je n'ai jamais entièrement comprises, a décidé de me donner une seconde chance. Pas en tant que mari, pas en tant qu'héritier, mais en tant qu'ami. Je l'ai aidé à gérer ses affaires, correctement cette fois. Je lui lisais quand ses yeux fatiguaient. Nous avons visité des galeries d'art, et j'ai enfin pu exprimer mes propres opinions. Ma famille, j'ai entendu dire, avait des difficultés. Les entreprises de Julian s'étaient toutes, comme on pouvait s'y attendre, effondrées sans le financement d'Eleanor. Mes parents ont dû réduire considérablement leur style de vie. Ils ont essayé de me contacter quelquefois, par des intermédiaires, mais j'ai refusé. Le pont était brûlé. La santé d'Eleanor a décliné, lentement, au cours des 2 années suivantes. J'étais là. Pas par devoir, pas dans le cadre d'une escroquerie, mais parce que j'en étais venu à m'attacher sincèrement à cette vieille femme remarquable et résiliente. Elle avait vu clair dans la mascarade de ma famille, et d'une manière étrange, elle avait vu clair en moi, le vrai moi, même quand je me cachais. Quand elle est décédée, paisiblement dans son sommeil, j'ai ressenti un profond sentiment de perte. Elle était, d'une manière inattendue, devenue une figure importante dans ma vie, une sorte de figure de grand-mère excentrique et pleine d'esprit. La lecture de son testament fut une affaire discrète. Ses avocats, quelques parents éloignés que je n'avais jamais rencontrés, et moi. Ma famille n'était pas invitée, ni mentionnée. La majeure partie de sa vaste fortune est allée à diverses œuvres de charité, fondations artistiques, et pour établir un fonds pour l'entretien de ses jardins bien-aimés. Et puis, l'avocat s'est éclairci la gorge. Et à Marcus Thorne, l'utile, pour son honnêteté inattendue, sa compagnie discrète, et pour avoir rappelé à une vieille femme que tous les êtres humains ne sont pas motivés uniquement par la cupidité, je lègue la somme de. C'était un montant important. Assez pour que je n'ai plus jamais à m'inquiéter pour l'argent. Assez pour créer ma propre entreprise de design, pour vivre confortablement, pour poursuivre mes rêves. Ce n'était pas la part du lion que ma famille avait convoité, loin de là, mais c'était plus que ce à quoi je m'attendais, ou que ce que je sentais mériter. Une note manuscrite d'Eleanor était jointe. Marcus, disait-elle, de son écriture élégante et fine. Tu m'as surpris. Utilise ceci sagement. Et pour l'amour du ciel, achète-toi des costumes décents qui te vont vraiment. Le goût de Julian était épouvantable. Avec affection, et à. J'ai ri, d'un rire sincère, pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Des larmes me montèrent aux yeux. Ma famille, lorsqu'ils l'ont finalement découvert, était furieuse. Plus d'accusations, plus d'amertume. Mais cela ne me touchait plus. C'étaient des spectres d'une vie passée, une vie à laquelle j'avais, avec l'aide inattendue d'Eleanor, réussi à échapper. J'ai effectivement créé ma propre entreprise de design. Elle marche bien. Je vis tranquillement. Je suis toujours en train de tout digérer. La trahison de ma famille me fait encore mal, une douleur sourde qui ne disparaîtra peut-être jamais complètement. Mais je porte aussi en moi le souvenir d'Eleanor, sa vivacité d'esprit, sa force, sa surprenante capacité de pardon, ou du moins, d'une forme pragmatique de grâce. J'ai appris que parfois, même au milieu des tromperies les plus épouvantables, de véritables liens peuvent se créer. Et que dire la vérité, aussi tard soit-il, aussi difficile soit-il, peut parfois mener à un résultat que vous n'auriez jamais pu prédire.
Cela n'a pas rendu ce que j'ai fait juste, pas au début. Mais cela a permis à quelque chose de réel d'émerger des décombres. Et pour cela, je serai toujours reconnaissant à la redoutable, perspicace, et finalement gentille, Eleanor Ainsworth. Elle a vu le vrai Marcus, même quand j'étais forcé d'être Julian. Et à la fin, cela a fait toute la différence.